En dépit du temps et des années écoulées, la route demeure solitaire et ardue. Sur leur chemin de Jérusalem au village d'Emmaüs, en Palestine, 2 disciples du Christ ont souffert de la faim, de la soif et de l'épuisement. Pourtant, au cœur de leur épreuve, le Christ leur est apparu et a partagé un morceau de pain, offrant non seulement un soulagement à leur faim, mais aussi une paix intérieure. Comme ces 2 disciples, Emmaüs aujourd'hui emprunte un chemin semblable. Un chemin où la lumière émerge des ténèbres, une route d'espoir enracinée dans la souffrance. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit. En 1949, l'abbé Pierre, témoin d'un monde brisé, a reconnu que beaucoup parcouraient leur propre route vers Emmaüs. Des hommes et des femmes épuisés par la faim, accablés par l'injustice, déplacés par la guerre, ayant perdu foi en l'avenir. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, ils croyaient fermement que la lumière pouvait renaître si nous choisissions de partager le pain et le travail. Mais, comme dans toute histoire humaine, la lumière ne peut exister sans ombre. L'abbé Pierre incarnait la solidarité et l'humanité, mais son humanité était marquée de contradictions. Des accusations pour comportements immoraux ont jeté une ombre sur sa figure spirituelle. Alors, pouvons-nous vraiment séparer la lumière de l'ombre? Ces zones d'ombre risquent-elles de ternir l'héritage d'un mouvement qui a redonné espoir à des milliers de vies? Pour répondre à cela, il nous faut d'abord explorer la lumière, la mission, la vision et l'impact durable d'Emmaüs à travers le temps et l'espace. Tout comme les haricots magiques, Emmaüs a commencé modestement avant de croître rapidement, portant sur ses épaules un géant, une immense responsabilité envers les communautés locales et le monde entier. Il est né d'un besoin profond, à la fois d'aider et d'être aidé. Des personnes en détresse, en quête d'un refuge et d'un sens à donner à leurs âmes perdues, ont trouvé dans ce mouvement une dynamique unique et essentielle, celle du sauveteur et du sauvé, une relation étrange mais nécessaire qui perdure encore aujourd'hui. En quelques décennies, Emmaüs est devenu un acteur majeur, offrant des milliers de solutions d'hébergement et de nouvelles voies pour reconstruire des vies. Comment ce grand mouvement humanitaire a-t-il vu le jour et évolué pour transformer le destin de tant de personnes? Regardons cela de plus près. Ce qui fait que Emmaüs est unique? C'est une très bonne question. Emmaüs a le privilège d'être connu depuis longtemps. Ce qui fait que beaucoup de donateurs, quand ils veulent donner des meubles ou peu importe, hein, ils ont quasiment tout de suite à l'esprit Emmaüs. Ça, c'est unique. C'est-à-dire qu'une nouvelle association qui s'installerait, elle devrait faire beaucoup de promotion pour qu'on parle d'elle. Emmaüs, dans l'inconscient, existe. Il y a une confiance, il y a aussi le fait que ça a traversé plusieurs générations. Et donc, on est né. Je suis né, moi, avec Emmaüs dans la tête, parce qu'on en parlait souvent à la télévision ou avec les parents. Donc, quand on a des meubles à donner, on pense Emmaüs. Donc, il y a 123 communautés en France. C'est pas que en France, c'est international. Il y a plus de 300 communautés dans le monde entier. Donc, on a Emmaüs local, comme Emmaüs Tourcoing. On a Emmaüs France, qui gère toute la France. Emmaüs Europe. Et on a aussi Emmaüs International, qui gère vraiment le monde entier. J'ai envie de dire, Emmaüs a été parmi les premiers recycleurs en France. Hein. Au départ, on parlait des chiffonniers d'Emmaüs, c'est-à-dire des gars qui étaient dans la rue, qui tous les soirs, toutes les nuits, allaient faire les poubelles, ramasser les chiffons, les papiers, pour les remettre en état et les revendre. Mais qui porte réellement la responsabilité d'aider ceux que la vie a brisés? Cela nous ramène à cette dynamique complexe. Devons-nous attendre les gouvernements,
Les promesses creuses des politiciens ou les puissants pour nous guider vers des communautés prospères? Ou devons-nous nous unir, prendre les devants et construire ensemble une vie meilleure? Emmaüs France est un exemple vivant d'action collective. Avec environ 240 entités membres, dont 122 communautés et près de 480 espaces de vente, elle se consacre à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à travers des initiatives telles que l'action sociale, le logement et la réinsertion. Ce modèle prouve que lorsque les gens s'unissent, ils peuvent reconstruire des vies, renforcer des communautés et créer un changement durable. La véritable question n'est peut-être pas de savoir qui porte la responsabilité, mais comment nous choisissons d'agir même face à l'inaction et au discours vide. Le principe, il est le suivant. Ceux qui pourront aider les compagnons, ce sont les compagnons. La société, elle a fait l'impasse. En France, on a 11 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 3000 enfants, petits-enfants, qui dorment dans la rue toutes les nuits. Si on attend après l'État, on n'y arrivera pas. Mais ce sur quoi on joue, c'est sur la solidarité entre les personnes, entre les compagnons au sein d'une communauté, avec des bénévoles et avec les clients pour faire vivre l'association. Alors, la première cible, ce sont les compagnons. Les compagnons sont accueillis de manière inconditionnelle. On ne leur demande pas de papier, on ne leur demande pas de certificat. Ils arrivent chez nous, ils tapent à la porte et s'il y a de la place, ils rentrent. Donc il y a l'aspect inconditionnel qui est fait par rapport aux compagnons. Le but, c'est de leur permettre de trouver avec eux les moyens pour sortir de leur situation. Puisque tous ont quand même envie de retrouver une vie normale avec un logement, la santé, un travail. Donc notre propos, c'est de permettre que vive une communauté. Actuellement, l'année dernière, on a eu 47 compagnons, hommes, femmes et enfants, qui ont vécu ensemble pour faire communauté. C'est-à-dire ils étaient logés, nourris, blanchis, et ils participaient aux activités communes, qui sont la récupération de matériel chez les particuliers, dans les entreprises, et la vente de matériel, ce qui permet de faire vivre l'association. Emmaüs est la seule association nous, à Tourcoing, on ne reçoit aucune subvention de personne. Tout ce qu'on dégage comme argent, ça vient de la générosité des gens. C'est parce que les gens nous donnent des choses, que ce soit des meubles, des bibelots, des livres, des disques. Le fait que ce soit remis en circulation par Emmaüs permet à la communauté de vivre. Alors, moi, ça fait 13 ans que je suis à Emmaüs. J'avais quitté des responsabilités associatives sur Tourcoing. Et puis, on m'a appelé à venir. Je suis rentré comme bénévole au départ, à faire le tri, à faire les ventes, le sale boulot, et puis à accompagner les compagnons. L'humanitaire, oui, c'est un peu inné chez nous. J'ai une fille qui est partie comme volontaire pendant des années à Madagascar, en Inde, au Pérou et autres. J'ai des enfants qui sont aussi dans le social. Et moi-même, je suis issu de ce milieu-là. Au départ, moi, j'étais éducateur de rue sur Marseille. Donc, l'humanitaire, c'est quelque chose qui, à ma famille, parle beaucoup. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas répondre à une telle demande. Puis, de répondre à cette demande, c'est que du bonheur pour nous. Aller à Emmaüs, c'est rencontrer des gens, c'est participer à l'accompagnement des compagnons, que ce soit par rapport à leur papier, par rapport à leur insertion dans la société française. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, le plus grand bonheur, c'est de les voir partir. Ouais. Je dirais, à Tourcoing, jusqu'à il y a 2 ans, on avait, sur les 40 compagnons, il y en avait une petite dizaine qui sortaient tous les ans, avec des papiers, avec un boulot, avec des projets de mariage, avec un appartement. Et pour nous, ça, c'est la meilleure des choses. Né en France, inspiré par les pires conditions et une profonde croyance en la bonté du cœur humain. Cette base puissante, résilience et compassion, s'est révélée être une recette idéale pour grandir et devenir une force solide. À l'image de la nation dont il est issu, Emmaüs est richement diversifié, culturellement vibrant et fondé sur l'égalité. Chacune, quelle que soit son origine, a la même opportunité de contribuer et de recevoir du soutien, créant ainsi une communauté véritablement inclusive. Alors, au départ, c'était que des hommes. Depuis quelques années, il y a eu des femmes et maintenant, il y a aussi des enfants.
Le but quand même, c'est de maintenir une cohérence dans la communauté, c'est-à-dire que chacun y trouve son compte. C'est pas une vie pour des enfants, de vivre en communauté avec des adultes qui viennent de... là actuellement, je crois qu'on doit avoir 17 nationalités différentes dans la communauté. 47 personnes, 17 nationalités. Les coutumes, les parcours sont complètement différents. C'est pas très stabilisant pour des enfants. Les compagnons qui sont chez nous, ils n'ont pas vocation à rester à Emmaüs. Emmaüs, c'est un tremplin, c'est tout. L'insertion par le fait de permettre à des compagnons de retrouver une vie normale, hein, avec un métier classique, mais aussi avec le village qui a quand même quelque chose de particulier, où en fait on a une 25 personnes qui sont envoyées par France Emploi, qui viennent ici redécouvrir ce que c'est que le sens du travail, arriver à l'heure, vendre des produits, respecter les règles de sécurité. On pourrait le dire comme ça, oui. Écologique, oui, parce qu'effectivement, tout ce qui arrive chez nous, c'est trié, c'est recyclé, voire revendu. Hein. On revend des tonnes de ferraille, de carton, de machin. Donc il y a le caractère recyclage. Il y a le caractère recyclage parce qu'on essaye de faire aussi, à partir de produits qu'on reçoit, avec 2 fauteuils, en faire un seul et de le remettre sur le marché. Donc c'est du vrai recyclage. Modèle économique, Emmaüs ne fait pas de bénéfice. Hein. Tout l'argent qu'on récupère, c'est réinvesti pour les compagnons. Dans ce vaste monde, Emmaüs Tourcoing est l'une des centaines de communautés qui œuvrent sans relâche pour faire une différence. Mais à quoi ressemble vraiment la vie dans ce foyer rempli d'espoir et de solidarité? Approchons-nous pour découvrir comment cette communauté fonctionne et ce qu'elle représente pour ceux qui en font partie. Ici, la lumière se reflète dans les tâches quotidiennes. Trier des objets, vendre des articles de seconde main ou partager un repas. Chaque tâche, si modeste soit-elle, porte un sens profond. Car ici, tout le monde a une place et tout le monde a de la valeur. Je m'appelle Sébastien Lefebvre, j'ai 51 ans, je suis le directeur d'Emmaüs Tourcoing depuis quasiment 1 an. Alors, nos compagnons trouvent leur place assez facilement puisque en fait on a différents corps de métier. On a à l'entrepôt, qu'on a des gens qui sont costauds, qui vont peut-être vider les camions, porter les meubles, donc ça c'est un premier corps de métier. On a des compagnons qui vont monter les meubles, parce qu'on a des meubles qui sont à monter, qui vont monter les meubles. Il y en a qui vont réparer les meubles ou les canapés, il y en a qui font le tri. On fait un tri sélectif, donc, parce qu'on est aussi dans l'écosystème, d'accord ? Donc on fait un tri, donc on a des compagnons qui trient le linge, la vaisselle, les meubles, voilà. Donc il y a vraiment plein de petits métiers comme ça dans l'entrepôt, autre que la logistique. On a aussi un service de livraison, de collecte de meubles chez les particuliers, donc on a aussi des chauffeurs, des livreurs. Et après on a la partie vente, donc on a 2 magasins. Donc, on a un magasin, le magasin historique qui est rue Minox-Chequel, où là ce ne sont que des compagnons et des bénévoles. Donc là, il y a des métiers de la vente, de l'encaissement, du tri encore. Les livres, c'est aussi un métier bien spécifique. Donc voilà, il y a plein de métiers différents. Donc chacun trouve sa place. En général, les premiers compagnons arrivent au dépôt, puis après on voit une qualité ou une compétence qu'on va utiliser au mieux dans nos corps de métier. Et ensuite, on a aussi le magasin ici du village. Et là, c'est un chantier d'insertion. C'est autre chose. Là, ici, nous avons alors on a 2 compagnons qui s'occupent de la logistique, donc ils sont dans un service bien distinct, et on a des contrats en insertion. Donc ce sont des gens, ce ne sont pas des compagnons, ce sont des gens qui ont leur logement, qui sont indépendants, mais qui veulent réinsérer un emploi classique. Et donc ils sont très loin de l'emploi parfois pour des raisons familiales, pour des raisons de santé, pour plusieurs raisons. Et donc on les aide à retrouver une activité avec des horaires, avec des rythmes, avec des compétences qu'ils n'avaient pas ou qu'ils ont mais qu'il fallait un peu parfaire. Et donc on travaille avec eux pour après
justement retrouver un emploi classique. Et là, actuellement, on en a une vingtaine. Au sein de la communauté, le fait de devoir vivre ensemble, avec chacun quand même une chambre individuelle. Ils participent, ils mangent ensemble aussi. Et ils participent à des activités, que ce soit le sport, que ce soit des sorties sur des activités extérieures, Euro Disney, les vacances à la mer, etc. Donc c'est ça qui fait communauté. C'est le fait qu'à 47, ils arrivent à avoir une attitude commune, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bagarre tout le temps, qu'il n'y ait pas de problème d'addiction. Voilà, donc il y a l'activité quotidienne, c'est-à-dire on essaie de garder le bâtiment propre et correct. Est-ce qu'ils mangent de façon divers et pas toujours la même chose. Mais il y a aussi l'activité. Comme je disais, pour être intégré en France, il ne faut pas juste travailler, rentrer, dormir. Il faut aussi avoir une activité. Donc on a des partenariats avec des clubs sportifs pour qu'ils puissent faire du sport. On essaye là, depuis que je suis arrivé, de créer des liens avec des partenaires dans le monde artistique, dans le loisir, pour aussi créer du lien avec la communauté tourquenoise, avec notre ville. Effectivement, on organise aussi des vacances. Donc nos compagnons partent en vacances à tour de rôle. Là, cette année, ils sont partis en Normandie. Et on travaille avec eux. C'est pas nous qui décidons tu pars en vacances là. On a créé une sorte de commission vacances. Et donc chaque compagnon peut s'exprimer sur ce qu'il veut faire, où il veut aller. Oui, il y en a qui ne veulent pas partir, donc ils ne partent pas. Emmaüs offre à ceux qu'elle accompagne bien plus qu'un refuge. Elle leur propose un chemin, une chance de se reconstruire et de rêver à un avenir plus stable. Mais dans un monde où les espoirs se heurtent souvent aux réalités administratives et sociales, une question demeure. Que leur réserve réellement l'avenir? Pour comprendre ce que l'avenir réserve à ses compagnons, il faut plonger dans les réalités de leur quotidien. Pendant 3 ans, Emmaüs les accompagne sur ce chemin. Formation, intégration, constitution de dossiers. Mais ce processus, loin d'être simple, est marqué par des obstacles administratifs et des incertitudes profondes. Après des années passées à reconstruire leur vie au sein de la communauté, ces hommes et femmes se retrouvent face à une nouvelle épreuve, celle de la régularisation, de l'intégration et de la quête de stabilité dans un pays qui ne leur garantit rien. Voilà. Donc, les communautés Emmaüs bénéficient du statut WACAS. Donc le WACAS nous permet d'accueillir, d'héberger des gens qui n'ont pas de papier. Et seul le préfet décide, est décideur. Donc nous, on accompagne ces compagnons pendant 3 ans. Donc ils sont nourris, logés, blanchis, ils participent à l'activité solidaire. On prépare avec eux leurs dossiers, on les forme, on les envoie en stage, en immersion. On leur fait passer des diplômes s'ils en ont besoin. Tout dépend de l'âge et le projet qu'ils ont. Et comme ça, on constitue un dossier qu'on envoie au bout de 3 ans. On travaille aussi avec un avocat pour que ce soit bien dans les clous. Et ensuite, on envoie le dossier. Et après, la réponse, qui peut être très longue, ça peut aller jusqu'à 1 an. Et là, c'est le préfet qui décide par rapport au dossier. Faire preuve d'intégration. Donc souvent, ce qui est demandé, c'est qu'ils apprennent le français, le parler, lire la lecture, l'écriture, qu'ils font preuve d'intégration, c'est-à-dire qu'ils ont une activité. Ça peut être du bénévolat, ça peut être, comme chez Emmaüs, l'activité solidaire. Ça peut être le fait qu'ils participent à un club sportif, à du théâtre, à l'activité artistique. Voilà, ils sont intégrés dans la communauté française. Voilà, et surtout une présence. Il faut aussi prouver qu'ils étaient bien présents pendant les 3 années. Voilà. Le préfet, je pense même qu'il n'est pas obligé de justifier le refus, mais s'il le justifie, ça peut être par exemple le fait que la personne ne comprend pas le français ou parle très mal le français. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'intégrer. Ça peut être une des raisons. Quand on demande
un titre de séjour pour raison familiale, il faut pouvoir prouver qu'on a des raisons familiales. Quand on demande un titre de séjour pour travailler, il faut pouvoir par exemple, avoir une promesse d'embauche ou voilà, tout ça il faut le justifier. Le dossier quand on envoie il est assez complet, hein. C'est-à-dire qu'on envoie un dossier très complet sur la situation familiale, la situation professionnelle, le projet qu'il peut y avoir. Voilà. Donc on ne travaille pas en lien avec le préfet. Nous on travaille sur des individus, sur leur projet, sur un dossier. Et une fois que le dossier est bouclé, on l'envoie au préfet. C'est le seul lien qu'on a. Le lien, c'est un lien postal. Voilà. Après, le compagnon peut être convoqué à la préfecture pour peut-être l'entendre, pour voir, pour s'expliquer, mais on n'a pas de lien au quotidien avec la préfecture. Pas du tout. Il y a les accords d'Évian. Ce sont pour les compagnons qui sont d'origine algérienne, qui dit qu'un Algérien qui est sur le sol français pendant 10 ans est régularisable. Et donc on peut avoir parfois une justification en disant voilà, ce compagnon qui est là depuis 3 ans, qui répond à tous les critères, mais comme il est algérien, on respecte l'accord d'Évian, qui n'est pas avantageux pour le compagnon, qui pouvait être avantageux avant la loi Ouakas, mais aujourd'hui, on a des compagnons algériens qui ont vu d'autres compagnons non algériens se faire régulariser. Et eux, ils doivent attendre 10 ans. 10 ans, c'est très long dans la vie d'un homme. Un jeune homme qui arrive à 25-26 ans, il doit attendre 36 ans. Et en général, il y a encore 1 an d'attente, c'est 36-37 ans. Enfin, vous imaginez la situation de... Et ce sont des gens qui participent à l'activité, ce sont des gens qui sont actifs dans tous les domaines. Nos compagnons sont actifs. Ils sont actifs dans la solidarité, ils sont actifs dans la communauté d'Emmaüs. D'accord ? Donc ce n'est pas des gens qui attendent les papiers. C'est un de leurs projets, mais ils n'attendent pas après les papiers. Ils sont actifs. Donc ils veulent juste faire valider l'activité qu'ils ont. Depuis le célèbre appel de l'abbé Pierre, il y a 70 ans, les dons ont afflué et n'ont jamais cessé. Même dans les moments les plus difficiles, les Français ont répondu présents, faisant d'Emmaüs un symbole de générosité et de solidarité. Emmaüs est resté ancré dans la conscience collective comme un lieu où chacun peut exprimer sa bonté. Mais aujourd'hui, en 2025, une question cruciale se pose. Et si cette générosité venait à faiblir? Que deviendrait l'organisation si ces donateurs, pourtant si fidèles, ne pouvaient plus contribuer? Emmaüs peut-il continuer à porter sa mission solidaire dans un futur où les dons ne suffiraient peut-être plus? Une réflexion essentielle pour envisager l'avenir d'une œuvre qui a traversé les décennies avec tant de résilience. Alors on a des grands donateurs fidèles, je parle de professionnels. À Redoute, il y a Ventunique, on a Cyrilius, on a Innovax, je vais en oublier, mais on a des grands donateurs très fidèles, très réguliers, qui nous ramènent quand même vraiment le gros des besoins. Et après, on a tous ces particuliers qui tous les jours appellent. Suite à un décès, parfois on doit vider une maison. Tous ces gens qui viennent chez nous déposer du linge, de la vaisselle, voilà. J'ai pas de lien particulier avec eux au quotidien parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, il y a un rapport de confiance. Je pense, en tout cas, je vois bien nos clients qui viennent, même ici, de se promener dans le magasin, il y a un rapport de confiance. Parfois, il y a des incompréhensions, ce qui peut arriver, mais je pense qu'il y a un lien de confiance. Alors, c'est encore une fois une bonne question. Les dons se raréfient. Il y a moins de dons qu'avant, d'accord ? Et même la qualité des dons, elle a baissé. Parce qu'on vit dans une crise économique, les gens changent moins de meubles qu'avant, donc on est déjà confronté à ce genre de problème. Donc on travaille beaucoup dans le seconde main. C'est-à-dire que dans les dons qu'on a, donc on a des dons de particuliers, donc c'est des meubles qui ont déjà été employés, mais on a aussi des dons de magasins ou d'enseignes, dont des fins de stock, des choses qui n'ont pas été vendues.
Et donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, dans ce magasin-là, on vend beaucoup de neufs. Donc on est en train de réfléchir par exemple, à offrir des services. Un déménagement, un vide-maison, voilà. On réfléchit à ça. Pour l'instant, on n'est pas touché, on survit grâce aux dons, mais on réfléchit régulièrement, on a plusieurs pistes sur comment faire l'après si un jour les dons ne sont pas suffisants pour alimenter l'association. Peut-on réellement ressentir la souffrance des autres sans l'avoir vécu nous-mêmes? L'isolement. Il augmente le risque de mortalité de 26%, l'absence de contact social de 29% et la vie en solitaire de 32%. Derrière ces chiffres, des vies brisées. Jusqu'à quand nier l'évidence? Chez Emmaüs, des milliers de personnes cherchent refuge. Mais face à ces milliers de personnes venues d'horizons différents, comment Emmaüs fait-il face à ces demandes croissantes? Et surtout, comment choisit-il parmi eux dans un monde où les besoins dépassent souvent les ressources disponibles? Alors, effectivement, on a une longue liste d'attente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la pauvreté en France, parce que nos compagnons ne sont pas que des sans-papiers. Hein. On a différents profils. Hein. Donc on a beaucoup de demandes. Des familles, des gens seuls, des parents isolés, des femmes qui veulent fuir un conjoint violent. Donc on a une liste d'attente d'environ 730 personnes. Et plus tous les jours, j'ai au moins une ou deux demandes en direct. Ils viennent me voir pour avoir un logement, pour avoir une aide. Alors c'est difficile, que chez Emmaüs, on a ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. D'accord? Mais il y a quand même une condition, c'est mes capacités. Je suis obligé de mettre des conditions puisque je n'ai pas assez de place pour tout le monde. Financièrement, c'est pas possible. D'abord, on parlait tout à l'heure de la raréfaction des dons. Donc aujourd'hui, je ne connais pas l'avenir. L'année prochaine, la crise, on est en pleine crise économique, sociale, politique en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que sera Emmaüs demain? Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de s'engager. On n'a pas la structure et on n'aura pas les moyens. Donc j'essaie de ne pas me concentrer sur ce que je ne peux pas faire, mais j'essaie de bien faire ce que je peux faire. Okay. Donc en général, ce que je fais quand j'ai une place qui se libère, si c'est un homme qui s'en va de 30 ans, j'essaie de prendre dans la liste le plus ancien qui a 30 ans. Voilà. Si c'est une femme qui s'en va, j'essaie de prendre une femme. Voilà. Comme ça, j'ai une sorte d'homogénéité de mon groupe. Voilà. C'est la seule sélection que je peux faire. Mais c'est très difficile. Et parfois, on est interpellé par d'autres communautés, enfin, parfois, c'est même souvent, par des associations qui nous appellent, des particuliers, pour nous signaler un voisin qui dort dehors, qui dort dans sa voiture. Donc parfois, on fait aussi des accueils d'urgence, selon nos capacités. Choisir qui accueillir chez Emmaüs et qui ne pas accueillir est seulement la première décision difficile à laquelle l'administration doit faire face. Mais ce choix, bien que cruciaux, ne sont qu'un aperçu des nombreux défis auxquels l'organisation est confrontée chaque jour. Approchons notre regard de plus près pour mieux comprendre ce problème. Qui sont les personnes concernées? Quelles sont les ressources disponibles? Et comment l'administration parvient-elle à naviguer ces décisions délicates tout en restant fidèle à sa mission de solidarité? Alors ma difficulté à moi, c'est de gérer les émotions, puisque imaginez-vous des gens qui ont fui leur pays. On ne fuit pas son pays pour rien. Personne ne se dit tiens, je m'ennuie, je vais quitter mon pays. On quitte son pays pour fuir quelque chose, pour trouver mieux. Donc, et on laisse souvent derrière de la famille, des enfants, des parents. Et donc, quand vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas votre décor maternel, loin des vôtres, psychologiquement, c'est pas facile à vivre. Et quand on dit 3 ans à quelqu'un, 3 ans pour quelqu'un comme moi, ça passe normalement, je veux dire, pour des gens qui sont comme ça, dans une grande précarité émotive et psychologique, et
c'est long 3 ans. Et donc dans une communauté, on réunit des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même origine, parfois qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même philosophie de vie parfois, d'accord ? Pas le même âge. Tout ça, c'est des ingrédients qui font que ça peut être tendu. Et donc, il y a une grande partie de mon temps qui est utilisée à harmoniser ensemble. Donc parfois, il y a des conflits, donc c'est gérer les conflits, essayer de trouver un terrain d'entente. Donc vraiment, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai différents publics. J'ai aussi les salariés classiques et les salariés en insertion. Là aussi, il y a pas mal de choses à gérer au niveau de la psychologie, au niveau des échanges, d'accord ? Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il y a toute l'organisation, donc logistique, faire appel aux donateurs, faire en sorte que les compagnons mangent à leur faim, donc la cuisine, l'hygiène, la sécurité. La décision la plus difficile pour moi, c'est de faire partir un compagnon pour un comportement qui n'est pas convenable. Parce que j'aide les individus, mais je dois surtout préserver le groupe. Et parfois, il y a un élément, 2 éléments qui est dû à leur parcours, qui est dû à leur addiction parfois à d'alcool par exemple, ou qui ont un comportement agressif. Et donc, j'ai beau avoir toute la sympathie pour eux et j'ai envie de les aider, mais ils sont toxiques pour le groupe. Et donc parfois, c'est très difficile de dire à quelqu'un, on ne peut pas continuer ensemble. Voilà, ton comportement n'est pas adapté. Donc, avant d'en arriver là, on essaye de parler. Le premier que j'ai fait, c'était 6 mois après mon arrivée. Après de multiples discussions, en voulant tenter de l'aider médicalement, pour l'aider, pour le sevrer. Et puis, à un moment donné, on n'y arrive pas. Et pour préserver le groupe, je suis obligé de le faire partir. Je lui envoie des messages de semonce. Je lui dis, on parle, donc on se voit 4, 5, 6, 10 fois parfois. Et à un moment donné, quand je vois que le comportement ne change pas, je lui dis, écoute, ça c'est la dernière fois qu'on se voit, la prochaine fois il faut que tu partes. Et on a des compagnons qui ont quand même cette élégance de ne pas rester de force. Les compagnons reconnaissent les 2 cas que j'ai eus, d'eux-mêmes reconnaissent que ils ne sont pas adaptés à une vie en collectivité. Voilà. Ce sont des gens avec des valeurs. Nos compagnons, ce sont des gens qui ont beaucoup de valeurs. Ce sont des gens qui sont parfois abîmés par la vie. Ce sont des gens qui ont souffert. Mais on a vraiment des gens d'une qualité rare. Donc ce qui fait que j'ai pas ce problème de résistance. Quand on se dit on se quitte, c'est quasiment d'un commun accord. Maintenant que nous avons découvert certains des défis auxquels l'administration d'Emmaüs est confrontée, nous ne devons pas oublier qu'il ne s'agit là que d'une seule facette de l'histoire. Les clients, ces personnes fidèles qui, année après année, continuent de soutenir l'organisation. Pour certains, acheter chez Emmaüs, c'est une façon de contribuer à une bonne cause, sachant que leur argent servira à aider ceux qui en ont besoin. Pour d'autres, c'est l'opportunité de découvrir des produits de qualité à des prix imbattables, notamment dans leur nouveau magasin, Le Village. Emmaüs a su rassembler des types de clients bien particuliers, connectés à des personnes tout aussi particulières, tous unis par une mission commune: servir une cause qui dépasse l'achat ou la vente, servir l'humanité. Le public, qu'on appelait les clients, sont comme tous les clients. C'est qu'un client qui a une panne sur sa box, il va appeler, il va tomber sur un serveur, il va se mettre en colère, machin. Voilà. Nous c'est pareil. Le client, quand il demande à ce qu'on lui prenne un meuble ou des meubles, il s'attend à ce qu'on arrive à 50, qu'on vide sa maison. Mais c'est pas ça. Nous on peut pas tout prendre. On est limité en force humaine. Donc on envoie 1, 2, 3 compagnons qui ont déjà fait sûrement des fois 2, 3 vies de maison avant. Donc on doit être un peu sélectif. Et donc c'est toute la différence entre le don et le service. Quelqu'un qui donne un meuble, il donne un meuble parce qu'il fait un don. Quelqu'un qui veut vider sa maison attend un service. Et donc parfois c'est l'incompréhension. Voilà. Et ça c'est humain. On a ici des clients qui viennent, qui vont prendre un objet, qui vont trouver trop cher. On a beau leur expliquer qu'on le vend 3 fois, 4 fois moins cher qu'au prix catalogue, parce qu'ils ont l'image d'Emmaüs
avec tous des objets à très très bas prix. Et donc parfois ils sont surpris du prix qu'on a ici au village. Donc c'est toute la complexité où il faut expliquer aux clients que c'est pas un achat classique, c'est un achat solidaire. C'est qu'ils font une bonne affaire, contrairement à ce qu'ils pensent, mais qu'aussi derrière il y a toute une vie communautaire, on aide des gens grâce à ça. Si on faisait tout à 10 €, on tiendrait 2 mois et puis on pourrait aider personne. Et ça c'est parfois un peu compliqué puisqu'il y a des clients qui sont sur la promenade qui ont l'esprit client. Ils ne viennent pas forcément faire un achat solidaire. Donc ça c'est notre travail de leur expliquer. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aussi divers qu'il soit, Emmaüs est déterminé à rester adaptable, créatif et proactif, assumant un rôle qui va au-delà de l'aide aux personnes pour inclure également la protection de l'environnement et la contribution à l'économie de la République. Pour mieux comprendre cet engagement, explorons ensemble ce qu'il signifie en pratique. Le Covid, d'abord on a enfermé tout le monde, donc les 40 compagnons étaient à la communauté rue du Tilleul. Et puis on s'est dit, mais il faut qu'on cherche ensemble une activité. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des imprimantes 3D qui nous ont été prêtées au départ par un bénévole. Et on a commencé à fabriquer des masques avec les imprimantes 3D qu'on a été proposés aux hôpitaux, aux écoles et aux particuliers. Et ça a donné aussi du tonus. Et ça a permis aux compagnons de se sentir utiles dans une période où tout le monde se lamentait en disant mais qu'est-ce qu'on va faire en dehors de regarder la télé. Ils avaient une activité qui tournait jour et nuit, puisqu'on a fabriqué des masques jour et nuit. Les imprimantes travaillaient 24 heures sur 24. On est toujours dans la même dynamique. On va lancer sous peu là, une activité de gommage des meubles, parce que c'est des produits qui se vendent. Avec une sableuse, on décape les meubles et on les revend à l'état brut. Emmaüs a besoin de s'inventer aussi, mais il s'invente à la fois parce qu'il y a une réflexion commune qui se fait au niveau national, et aussi parce que les compagnons arrivent avec des capacités différentes. Il y a des gens qui sont plus ou moins artistes. Dans la communauté actuellement, on a un gars qui est capable de réparer les coutures de fauteuils parce que c'était son métier. Donc il y a des tas de capacités chez les compagnons, et notre but c'est de les mettre en évidence. En même temps, notre but c'est aussi de leur permettre de faire des stages à l'extérieur. Et on essaye, dans la mesure du possible, avec les moyens que l'on a, c'est-à-dire en gros des périodes de 15 jours, de les envoyer dans les entreprises du coin pour découvrir des métiers de la mécanique, du stockage, de la cuisine, de la vente en magasin. Et puis ce qui se développe aussi, c'est la vente par Internet. Emmaüs National a créé ce qu'on appelle le label Emmaüs, qui est un lieu de vente sur le net où participent un certain nombre de communautés qui mettent toutes les semaines en vente des produits par Internet. Et maintenant, après avoir exploré la lumière qu'Emmaüs a projetée et continué à diffuser au fil de toutes ces années, vous pourriez vous demander comment tout a-t-il commencé ? Eh bien, découvrons-le ensemble. Emmaüs a démarré en 1949, quand l'abbé Pierre, dont on parle beaucoup en ce moment, n'est pas en très bons termes, avec Louis Coutaz et un détenu. Le détenu lui a demandé il lui a demandé de l'argent. Et l'abbé Pierre lui a dit « Moi, je n'ai rien à te donner, mais si tu veux, viens avec moi, on va aider les autres. » Et on est toujours resté sur ce principe-là. C'est-à-dire que les gens qui sont là, que ce soit les compagnons, que ce soit les bénévoles, ils sont là pour venir accompagner ceux qui sont en grande souffrance. Il faut savoir que, donc ça c'est 1949, 1954, c'est la première communauté Emmaüs qui voit le jour. Et depuis ce jour-là, il y en a à peu près 140 à travers la France et un peu plus à travers le monde, dans 37 pays différents. Après-guerre, il était député et il avait repris un ancien bâtiment à Neuilly-Plaisance, où au départ il travaillait avec des scouts ou des jeunes pour refaire ce bâtiment. Puis, donc après-guerre, il y a eu cette crise du logement avec les froids successifs en hiver. Et donc il a élargi son aide aux gens qui avaient besoin d'un toit. Et
il a dû un jour être confronté à un souci. On lui a amené un monsieur qui voulait se suicider. Et il ne pouvait pas l'aider, mais il lui a dit, vu que tu veux en finir avec la vie, eh ben, aide-moi à aider des gens, et après tu fais ce que tu veux. Et la personne en question, en aidant les autres, a retrouvé un goût à la vie. Et donc tout part de là. Tout part d'un homme qui veut aider un autre, et c'est ce qui donne le sens à Emmaüs. Et donc, dans les premiers temps, l'abbé Pierre finançait tout ça avec son allocation de député et quelques aides par-ci par-là, dont son frère, je pense. Et à un moment donné, il n'était plus député, il n'avait plus d'argent. Il a mendié pour pouvoir ramener de l'argent. Et un jour, donc ses compagnons d'Emmaüs, lui ont proposé de, plutôt que de mendier, pourquoi pas récupérer ce que les gens jettent et les nettoyer par exemple et les revendre à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Okay. C'est ce qu'on a appelé les premiers chiffonniers d'Emmaüs. Voilà. Donc c'est parti de là. Et donc, ainsi, au fur et à mesure, ça s'est agrandi. Et ce qui a vraiment été le grand point de départ de Emmaüs aujourd'hui, ça a été l'appel de février 54, où il y a eu des grands froids, et l'abbé Pierre a fait un appel à la radio pour obtenir des dons, des couvertures, de l'argent. Et il y a eu une solidarité énorme dans toute la France, qui fait qu'on a eu beaucoup d'argent, on a eu beaucoup de moyens. Et en fait, donc on a aidé, enfin Emmaüs a aidé dans un premier temps dans l'urgence ceux qui avaient besoin, mais tout l'argent récolté a été investi. Ça n'a pas été juste un feu de paille, ça a été investi dans des communautés, ce qu'on appelle communautés. Donc la première c'est Neuilly-Plaisance, la deuxième en France, si je ne me trompe pas, c'est Vambrochy, d'accord, et ainsi de suite. Donc dans chaque région, dans chaque petite ville, s'est fondée une communauté Emmaüs. Et souvent les compagnons étaient des gens qui étaient à la rue. Et plutôt que rester à traîner dans les rues, ils ont rejoint les communautés, ils se sont rendus actifs pour pouvoir aider les autres. Et voilà le tout début d'Emmaüs. Jamais n'imaginer que l'abbé Pierre pouvait avoir cette double vie. Enfin, l'abbé Pierre, ça a été une figure, comme l'abbé Pierre a été une figure pour la société française. Je veux dire, il a été l'homme privilégié des Français pendant des années et des années. Choqué, au départ même un peu sceptique sur les... Moi, ma première pensée, c'est vraiment pour les victimes. Voilà, on est tous un peu sous le choc. On est tous un peu sous le choc. On a envie de pas y croire.